Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast On est ensemble, épisode 62. Je suis Valérie et je suis la créatrice du podcast. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Je suis ravie de t'avoir pour un nouvel épisode, en français cette fois, sur le thème des pratiques thérapeutiques et spirituelles qui m'ont aidé personnellement à trouver un ancrage et à le maintenir, particulièrement parce que je suis dans un métier ou dans une vie de soins à l'autre et que selon moi c'est essentiel de prendre soin de moi également parce que énergétiquement si je le fais pas en fait qu'est-ce que je vais transmettre à mes clients, aux personnes que j'accompagne de manière générale. Donc c'est également un podcast que je voulais faire parce que souvent on me pose des questions et on me demande du coup est-ce que tu as des contacts de thérapeutes de ci de ça, qu'est-ce que tu fais et tout, et je pense que le podcast est la meilleure manière pour moi de partager en fait mes différentes ressources qui sont bien évidemment uniquement mes expériences personnelles et qui sont à apprendre ou à expérimenter pour voir si c'est quelque chose qui résonne, parce que je pense fondamentalement qu'il n'y a pas une bonne manière de faire quand il s'agit de, entre guillemets, se guérir ou s'ancrer ou créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de soi ou apprendre à s'aimer. Tous les chemins mènent à Dakar ou à Abidjan. La Go, elle veut pas tout occidentaliser. Elle a dit non, on va changer la ville. Mais voilà, en fait, peu importe le chemin que tu empruntes, tant qu'il résonne pour toi et qu'il est aligné avec toi, c'est l'essentiel. Donc, on va parler de thérapie, de pratiques spirituelles. Je vais comme je t'ai dit, te partager un petit peu mon parcours. Et je me dis que ça peut être une série avec plusieurs épisodes. On va voir en fonction des retours. On va voir en fonction de si j'ai d'autres trucs à dire par rapport à ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la liste que je te partage là, elle est bien évidemment pas exhaustive, qu'il y a un paquet de thérapies qui sont disponibles et de pratiques. Et parfois, les pratiques les plus puissantes se trouvent dans les actions les plus banales. Tu vois, on se dit ouais allez je vais aller prendre de l'ayahuasca au Pérou, je sais pas où, et c'est super top. Pour le coup moi je l'ai fait pas au Pérou mais je l'ai fait, et donc c'est vraiment aussi des pratiques quand on est accompagné d'une substance, d'une plante que je trouve assez puissante mais pas forcément adaptée à tout le monde. Je pense que ces pratiques elles sont nécessaires et elles sont là depuis la nuit des temps. Je pense également fondamentalement que souvent les guérisons, ou en tout cas les apprentissages spirituels et thérapeutiques, vont se trouver dans les pratiques les plus simples du quotidien, typiquement. Et c'est ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Mon rapport à la nourriture, par exemple. Je suis en train de suivre pour le coup le programme de K, qui est une de mes sœurs, tu le sais, elle est dans l'épisode 8 je crois du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, qui est prof de Smaïtaoui et qui a lancé du coup un programme de détox, ça s'appelle les âmes détoxées, et en fait je souris parce que elle m'a dit ouais je pense que je vais faire une détox ou une purge, et j'étais en mode ouais ok let's go, et on avait déjà fait ça il y a quelques temps, il y a quelques mois ensemble. C'était vraiment une expérience fort désagréable parce qu'en fait tu passes de un lifestyle où tu manges ce que tu veux quand tu veux sans vraiment être en conscience, particulièrement pour moi qui a eu, ou je sais pas si c'est du présent ou du passé, mais en tout cas a une tendance à des troubles du comportement alimentaire, notamment un peu compulsif. Et tu passes de manger un peu selon tes envies à bon bah là ça y est, tu te prends du sel d'Himalaya, tu le fous dans une bouteille d'eau et tu bois ça, et c'est absolument dégueulasse, honnêtement, genre this is fucking disgusting. Et donc on l'avait fait une première fois et ensuite on avait enchaîné sur du juicing. Et je pense moi je me rappelle plus trop, mais je pense que j'avais dû tenir genre 3 jours, un truc comme ça. Et j'étais vraiment dans un mood dégueulasse. J'étais en mode genre pourquoi est-ce que je m'afflige ce genre de choses là. Et donc quand elle me l'a reproposé là récemment, je me suis dit ah ouais carrément, genre la meuf elle a vraiment des trous de mémoire ou de l'amnésie traumatique, je sais pas bien, ou le syndrome de Stockholm. Non, je déconne. I love you. Et en fait, et donc voilà. Et donc cette fois-ci, ça a été un mouvement, et c'est un mouvement de plus grande ampleur, parce que je crois qu'on est 44, 45, bref, un truc comme ça, genre une cinquantaine de femmes qui a décidé de suivre K dans cette expérience-là, donc de purge, détox, et pour celles qui le souhaitent, de jeûne / ramadan. Et donc là, je suis en train de jeûner.
et c'est mon quotidien depuis bientôt, depuis que je suis arrivée à Dakar, donc ça va faire, 2-3 semaines, 2 semaines je pense, un truc comme ça. Et donc, my God, c'est assez fou, je pense que ça vaut le coup. Bon, j'ai prévu de faire un épisode expressément là-dessus, donc je vais pas trop rentrer dans les détails, mais ce que je capte de cette détox et de cette purge-là, c'est que, voilà, les intentions que j'avais mises à la base, c'était, tu vois, de me libérer de tout ce qui était peur du manque, attachement codépendant, attachement anxieux, tu vois. En fait, vraiment l'énergie du manque de pas être assez. Et c'est fou parce que, bon, la purge a été vraiment désagréable parce que j'ai voulu boire mon eau salée trop rapidement et ça m'a fait vomir. Dégueulasse. Et ensuite, la période de détox, je n'avais pas de juicer parce que j'ai cassé le mien. Bref, donc j'ai adapté. Et en fait, même dans le processus d'adaptation, je me suis vue dans mon perfectionnisme. Parce que je me dis, oh là là, j'ai pas de juicer, comment je vais faire? Toutes les filles, elles font le juicing et tout ça. Moi, je dois faire des soupes et des smoothies. Oh là là, je trie, je suis pas une bonne personne, etc. Et je me voyais, si tu veux, en train de me juger. Et ça, c'est du perfectionnisme, cette volonté de contrôler les choses. Donc ça, déjà, rien que ça, c'était hyper intéressant et hyper puissant. Et ensuite, on est passé à la phase de jeûne. Donc quand je suis arrivée à Dakar, j'ai commencé le jeûne à partir de ce moment-là. Les 2 premiers jours étaient assez brutaux, parce que moi j'ai cru que ça y est, c'est le jeûne. En fait, tu peux continuer à faire du sport comme tu faisais avant. J'ai failli tomber dans les pommes 2 fois, donc j'ai dû ajuster. Mais dans l'ajustement, c'était aussi de me donner cette autorisation d'écouter mon corps et de ne pas être dans le mode « Ok, je pousse, et je vais aux extrêmes pour prouver quoi, à qui, pourquoi ?» pour tomber dans les pommes. Like, it doesn't make any sense, Valerie. Donc, en fait, cette initiation, elle est puissante parce qu'elle est puissante par rapport à ce qu'elle te fait dans ton corps, par rapport au fait qu'elle te nettoie, et elle est également puissante parce que moi, personnellement, aujourd'hui, elle me permet de me voir en slow motion, de voir mes mécanismes, de voir mes addictions, mes insécurités venir, tu vois, comme si elles entraient dans la pièce et qu'elles disaient « Bonjour, salut, c'est moi, c'est l'insécurité, la peur du manque. Je viens m'installer dans ton esprit et du coup, je vais te faire croire que tu ne vas plus avoir d'argent bientôt et que tu vas mourir seul dans un caniveau. » Et je la vois en fait. Et avant, je la voyais pas et j'étais en mode « Oh my God !» Donc mon corps était en insécurité. J'avais du coup de l'anxiété et c'était vraiment des sensations hyper désagréables, des difficultés à me concentrer, etc. Et puis maintenant, je les vois, genre même avant qu'elle rentre dans la pièce, je me dis « la go là de la peur ou du manque, ou la go qui a peur d'être abandonnée, je te vois, je sens ton odeur, je sens que t'es en train d'arriver dans la pièce. Donc tu vas vouloir cogner à la porte, sauf que maintenant je vais te dire « Girl, bye !» T'es pas invité, t'as pas ta place. Je sais que tu penses que tu es un mécanisme qui va me protéger. Un petit peu comme dans Vice Versa, tu sais, le Pixar. Père, fais-moi la liste de tout ce qui pourrait transformer cette super rentrée en catastrophe. C'est comme si c'était fait. Est-ce que quelqu'un sait écrire météorite? L'égout, va falloir que Riley sorte du lot. Mais tout en s'intégrant. T'inquiète, je suis sur le coup. Riley sera tellement cool que toutes les autres filles en feront des cauchemars. Joie? Oui, Joie. C'est toi qui resteras aux commandes. Je veux que Riley soit de bonne humeur. Et pendant que j'y suis, je trouve ta robe ravissante. Oh, cette vieillerie, c'est sympa et regarde comme elle tourne. Je sais que tu crois que tu vas me protéger, mais sache que c'est pas la meilleure méthode. Donc, permets-moi, s'il te plaît, d'être l'adulte dont j'aurais eu besoin quand j'étais enfant. Et donc, permets-moi de gérer ma petite fille différemment. Et permets-moi également, si tu souhaites entrer, permets-moi de te donner de l'amour. Viens t'asseoir là, comme ça, je te donne du love to love, baby. Parce que c'est ça dont tu as besoin, en l'occurrence. Je pense que quand on est dans des phases d'insécurité, qu'on a des choses qui nous triggerent, qui nous insécurisent, en fait, l'idée, c'est pas tant de nous flageller et de mettre, tu vois, de la honte et de la culpabilité sur ces émotions-là, parce que c'est quand même double peine. L'idée, c'est vraiment d'accueillir ça et de se donner du love. Et tu vois, tu prends ton enfant dans tes bras, là, ton enfant intérieur, et tu lui dis « Ok, d'accord, je comprends que tu aies peur et que tu te sens en insécurité. Vas-y, explique-moi. » « Bah, en fait, j'ai peur que, tu vois, si, comment... Et tu laisses cette expérience-là se passer, tu laisses cette émotion-là s'exprimer. Et ensuite, une fois qu'elle est sortie, parce que tu as pleuré, parce que tu as bougé ton corps, parce que tu as utilisé une pratique somatique pour te libérer de cette émotion-là, en fait, tu peux reprendre ta posture et dire « Ok, ça, je sais que c'était juste un message, en fait. C'était un message, c'est pas une réalité. » Donc, ouais, la détox, elle est assez puissante. Et là, le jeûne, vraiment, je kiffe parce que je suis hyper focus. Genre, là, en étant à Dakar, je suis déjà pas mal seule. Donc, j'avais pas capté que je l'avais demandé, ça, si tu veux, cette espèce d'isolation.
cette espèce d'initiation retraite, genre je suis me, myself and I. Alors je vois des gens, mais pas énormément, tu vois, et surtout le week-end. Et la plupart du temps, je suis en mode solo, en réflexion, en train de renforcer mes pratiques spirituelles quotidiennes pour m'ancrer de manière plus puissante parce que je suis en train de vouloir vraiment incarner cette identité de vivre by design, c'est-à-dire créer une vie, une réalité qui me correspond. Ça veut dire que parfois, je vais aller à contre-courant des choses qui sont attendues de moi. Et donc ça m'insécurise énormément parce que je veux pas être détestée, je veux pas qu'on me juge. Mais en même temps, c'est le chemin, tu vois, qui va me permettre de me libérer de ça. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux que je pensais être cercle vicieux jusqu'à il y a quelques jours. Et j'ai capté qu'en fait, c'était une bénédiction parce que rien n'est éternel. This too shall pass. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'embrasser cette expérience-là pour ce qu'elle va m'apporter parce qu'elle est pour moi, elle n'est pas contre moi. Donc la détox, la partie jeûne ramadan hyper puissant, vraiment si tu as envie d'expérimenter ça, l'expérience est toujours ouverte. Je t'invite à suivre K sur les réseaux sociaux. Je mettrai également le lien vers son livre, son e-book. Pour pouvoir expérimenter ça parce que ça vaut vraiment le coup. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que j'allais le faire à chaque changement de saison. Alors, chaque changement de saison si je pars sur l'Occident, parce que les changements de saison ici à Dakar, je sais pas comment ça se passe. Et puis également aussi parce qu'en réalité, je vais bouger beaucoup. Donc, bon. L'idée, c'est de faire ça tous les 3 mois pour faire un reset que je vais accompagner également et ça, c'est le deuxième point, la pratique qui m'a vraiment aidé ces derniers temps. Et je l'ai terminé hier. C'est le challenge des 21 jours de l'abondance de Deepak Chopra. Donc ça, c'est un pote à moi, Janie, qui m'a branché là-dessus. On a déjeuné ensemble avant que je commence justement ma détox et je sais pas comment c'est venu dans la conversation. Il m'a dit ouais, j'ai fait les 21 jours de l'abondance et tout, c'était cool. Et puis je sais pas, il m'a dit tu veux le faire? Et je me suis dit franchement meuf, tu vas à Dakar, tu y vas sans safety net, tu devrais carrément le faire pour attirer l'abondance en toi parce que là tu pars vraiment en mode backpack, même si je pars en mode je suis partie avec une valise, mais dans l'esprit, tu vois. Je sais pas si t'entends le vent qu'il y a derrière, mais il y a énormément de vent à Dakar en ce moment. C'est ok. Et donc les 21 jours de l'abondance, c'est en gros une mission par jour. Donc ça, c'est un programme qui a été créé par Deepak Chopra, qui est totalement gratuit. Et l'idée, là, Janie, il a constitué un groupe dans lequel on était, je pense, peut-être une petite dizaine, un truc comme ça, ou peut-être un peu moins. Et chaque jour, il envoyait les missions et nous, on devait faire les missions. Et dès que la mission était faite, on devait écrire jour 1 fait. Day 2 done. Et donc il y a 21 jours, donc on a fini ça hier. Et je l'ai trouvé hyper puissant cet exercice parce que déjà moi ça m'a permis de me remettre dans des rituels quotidiens. Je suis une fan des rituels. Je suis une fan au niveau intellectuel des rituels parce que je sais ce que ça fait et l'impact que ça a sur notre capacité à incarner des nouvelles versions de nous, à nous transformer, à faire mourir d'anciennes versions de nous, et également à créer des nouvelles habitudes qui sont ancrées et pérennes. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est un sujet, en fait, que je me suis rendu compte que je suis dans les rituels, entre guillemets, depuis, mais ça fait une dizaine d'années, en fait, que je cherche des méthodes pour finalement me sentir en sécurité. Je passe beaucoup par le journaling, où je vais créer, en fait, un peu comme des bullet journal, je vais créer des espèces de tableaux où je vais mettre les rituels et les habitudes que je souhaite faire. Et ensuite, chaque jour, je vais mettre des croix parce que c'est important pour moi de me voir dans l'évolution et aussi de célébrer les petites victoires. Et donc vraiment ce rituel-là, ce challenge-là, il a été hyper puissant parce qu'il m'a permis du coup au quotidien de me dire ok là aujourd'hui voilà la mission du jour. Et comme on le faisait en groupe, même s'il n'y avait pas énormément de communication entre nous parce que on disait juste quand les jours étaient finis, c'était un truc de en fait t'as quand même le soutien du groupe parce que tu sais il a fait le jour 2, jour 3, ok bon vas-y keep up, ça dure que 21 jours. Et non franchement hyper puissant de se concentrer sur l'abondance, sur la définition de ce que c'est que l'abondance, sur les insécurités liées à ça, de se connecter à des énergies, de dons, de réception. Je le recommande fortement, il est gratuit, donc vraiment allez-y. Et ce que j'ai kiffé dans ce challenge aussi, c'est qu'au 5e jour, en fait, on te demande de créer toi-même ton propre groupe, ton propre conteneur dans lequel tu vas être la personne qui donne et envoie les missions. Et donc, parlons d'un cercle vertueux. C'est hyper puissant. Et c'est hyper puissant d'un point de vue énergétique, c'est hyper puissant d'un point de vue marketing, parce que franchement, Deepak, bien wesh.
C'est super, c'est super smart. Donc bien évidemment, l'entrepreneur en moi est en mode « Ok, I love this ! Comment est-ce que je peux créer ça ?» Parce que ça m'a tellement aidé juste à me réancrer dans des habitudes au quotidien et, comme je te disais, à renforcer mes pratiques spirituelles, ce qui était l'intention ici en venant à Dakar pendant le Ramadan. Je suis en train de créer la même chose pour l'enfant intérieur en fait. Ça s'appellera, je crois, 21 jours ou 21 baby steps pour connecter avec ton enfant intérieur. Un groupe comme ça que je vais animer chaque mois dans l'idée. Donc là, je te balance le plan, on va voir comment ça se matérialise au final, comment ça se manifeste. L'idée, c'est de chaque jour t'envoyer une mission que tu vas réaliser pendant 21 jours, avec des méditations, avec des questions d'introspection, avec une communauté et bien évidemment des lives, je pense, 1 à 3 lives sur les 21 jours pour faire le point et pour qu'on puisse évoluer ensemble et t'aider à cette reconnexion avec ton enfant intérieur. Donc les 21 jours de l'abondance de Deepak Chopra, hyper puissant, franchement j'ai kiffé et je pense que tout comme la détox c'est quelque chose, tu vois, c'est un peu un combo que je vais me faire, détox plus 21 jours de l'abondance tous les 3 mois, tu vois, pour faire un reset. Donc c'est comme ça en fait que tu crées tes rituels. En vrai moi c'est comme ça que je les crée, je tente des trucs. Et après, je me dis, c'est lourd ça, mais attends, les deux ensemble, mais combo magique, ok, quel est le rythme ? D'accord, je le fais en fait. Et d'ailleurs, si t'es intéressé par le thème des rituels, K et moi, toujours, on a animé une masterclass la semaine dernière sur ça, sur le thème des rituels, sur le pouvoir des rituels. C'est une masterclass qui est gratuite, qui est offerte. Et là, je suis en train de la mettre en place sur le site internet de Vibe avec ton enfant intérieur.world. Donc, l'idée, c'est que si ça t'intéresse, pareil, je pense que j'espère que à la sortie du podcast, ça sera mis en place, mais sinon, inscris-toi à la newsletter de Vibe avec ton enfant intérieur et tu recevras l'info quand la masterclass est disponible pour que tu puisses suivre vraiment ces 2 heures de masterclass. Franchement, c'était puissant. Même moi, j'écoutais K, j'étais en mode « Waouh, j'apprends trop de trucs » et même moi, le fait, tu vois, de partager mes recherches, en fait, mes années de recherche par rapport aux rituels, ça m'a même permis de les ancrer un peu plus et de comprendre à quel point c'était important pour moi d'avoir des rituels quotidiens, intentionnels et puissants. Et donc, en parlant d'un autre rituel qui est intentionnel et que je fais quotidiennement, c'est la respiration. Ça, je pense que si tu me suis sur Insta, t'as vu sûrement le reel que j'ai fait sur la respiration. Honnêtement, c'est dans mon... Alors, c'est pas encore dans mon vision board, enfin dans mon reality board. J'appelais ça reality board plus que vision. Il faut que je l'intègre. Mais je souhaite me former en fait pour devenir breathwork practitioner, grosso modo, donc facilitatrice en respiration. Je sais pas trop en français, c'est toujours un peu chelou de dire les trucs. Et j'ai testé pas mal d'applications. J'ai commencé par respirer avec Wim Hof, qui est un peu le mec qui buzz en ce moment. Je crois qu'il est néerlandais ou un truc comme ça, et qu'on appelle aussi The Iceman. Donc j'ai commencé par ces vidéos gratuites sur YouTube, qui est une respiration quand même assez... c'est un peu comme de l'hyperventilation, donc c'est assez puissant et ça te fait ensuite partir dans des états modifiés de conscience où tu peux... moi je faisais ça, donc dès que j'étais en état modifié de conscience, c'est comme si j'allais... imagine la matrice, tu vois, dans Matrix, quand il est Neo, il est dans la pièce blanche avec Morpheus. Ceci est notre structure. Une sorte de programme de chargement. On peut y afficher ce qu'on veut. Vêtements ou équipements, armes à feu, simulateurs d'entraînement. Tout ce qui nous est nécessaire. Et donc je me retrouvais un peu dans des espaces comme ça et en fait j'allais régler des situations, j'allais par exemple donner du soin sur des parties de mon corps ou j'allais parler à mon enfant intérieur. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis ensuite je suis passée à... qu'est-ce que j'ai expérimenté d'autre ? Je suis passée à d'autres formes de respiration holotropique. Et puis j'ai découvert une application qui s'appelle Open. Je mettrai les informations dans la barre d'infos, que j'ai trouvé assez cool parce que l'idée de Open, c'est déjà, je crois, et je suis quasiment persuadée que cette application a été créée par un homme de couleur, First. Est-ce qu'on peut juste kiffer ça ? Parce que j'ai l'impression que la plupart des outils, des ressources qui sont aujourd'hui dans le développement personnel, spirituel, en tout cas ceux que je consomme plutôt, disons ça, sont créés par des caucasiens et des blancs. Et c'est ok en fait, parce que ça n'enlève pas la puissance de l'outil.
Et en même temps, je trouve ça hyper intéressant quand il y a des personnes de couleur, des personnes de la diversité, des minorités, en tout cas, minorité, ça dépend où tu vis, mais t'as capté le bail, qui créent des outils parce que, bien évidemment, ça a un impact sur l'outil en lui-même. Là, je suis en train de lire un livre que je trouve passionnant sur la diversité. Attends, je vais le chercher. Ce livre, ça s'appelle On Diversity. C'est les livres de HBR. Tu sais, les articles de Harvard Business Review, je l'ai acheté à Chicago quand j'étais en transit, là, quand je rentrais de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant. Bon, déjà parce que je vais travailler sur ces sujets en entreprise auprès de clients, donc l'idée, c'est aussi pour moi de bien maîtriser ces sujets et de comprendre en fait ce que ça veut dire en termes de paradigme, en termes de management de la diversité, en termes de comment est-ce qu'on fait finalement pour embrasser la diversité des personnes qui composent une organisation quelle qu'elle soit, mais pas juste embrasser en disant « Ah, on est tous les mêmes, du coup on va tous être traités de la même manière », c'est embrasser leur identité et également embrasser la manière dont leur identité, qui est différente de l'identité générale, va avoir un impact sur le travail, sur les process, sur les marchés, sur les pratiques de manière générale. Je trouve ça hyper puissant. Et donc du coup, ouais, je trouve ça top en fait d'avoir des personnes qui ne sont pas blanches, qui vont créer des outils tout simplement pour ça en fait, pour apporter de la diversité dans la manière de pratiquer, tout simplement. Donc Open, cette application de respiration, alors je sais plus combien elle coûtait, mais je pense que c'est moins de 30 € par mois, un truc comme ça. Et ce que j'ai kiffé dans cette application, c'est que là où sur les autres pratiques de respiration, c'était beaucoup de la respiration avec des musiques, tu vois, des binaural beats, donc des sons binauraux, c'est ce qu'on dit, avec des fréquences vibratoires bien spécifiques, tu vois, des instruments un peu je ne saurais même pas comment les définir, je vais juste mettre le son derrière pour que tu captes un peu de quoi je parle. Là, sur Open, ce que j'ai kiffé, c'est que tu peux respirer sur de la house berlinoise. À un moment donné, il y a des exercices de respiration sur les IBI. Tu vois, il y a Catherine Nada qui a fait un son également. Et donc, tu respires avec ces rythmes-là. Et je trouve que c'est une approche qui est vraiment différente, qui est vraiment entraînante, qui est vraiment motivante. Et ça, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, ça m'a inspiré même moi pour l'application sur laquelle je suis en train de travailler, en tout cas dans ma tête pour l'instant. Donc, Open, j'ai vraiment kiffé. Et puis ensuite, je suis passée à Awaken. Alors, toutes ces applications, elles sont en anglais pour l'instant. J'ai pas encore cherché ni vu. Enfin, voilà, j'ai pas vu d'application. J'ai pas cherché en vrai. D'application en français parce que je suis aussi très anglo-saxon oriented, on va dire. Et Awaken, ça c'est la dernière application et franchement celle-ci, je kiffe. Alors cette application, elle a été créée par, alors je sais pas s'ils sont en couple, mais en tout cas, a été créée par 2 Australiens. Alors, le mec s'appelle Lucky Smack et la go, elle s'appelle Hayley Weston. Donc, c'est Lucky Smack et Hayley Weston. Et eux, je les ai découverts dans des podcasts que j'écoute, le Blue Podcast ou encore, je sais plus, je pense dans le podcast d'Aubrey Marcus, ils y étaient. Et donc, j'étais curieux, en fait, parce qu'ils revenaient souvent, en fait, dans ces podcasts-là. Donc, je suis allée découvrir leur application et my God, la puissance. Franchement, je pense que c'est la meilleure application de breathwork que j'ai expérimentée. Pourquoi ? Parce qu'on va au-delà du breathwork. Peut-être que la différence que je donnerais, le truc peut-être qui pourrait manquer, on va dire, sur Awaken, c'est le fait qu'il n'y ait pas forcément cette diversité musicale que je trouvais intéressante chez Open. Mais dans Awaken, j'aime beaucoup parce que à la fois, donc tu as des pratiques comme la première que j'avais faite, c'était transforme ta peur en courage. Tu vois les thématiques, find safety in your body, donc trouve de la sécurité dans ton corps, c'est ce que j'ai fait ce matin. Take a walk with your inner child, donc balade-toi avec ton enfant intérieur, celle-ci est extrêmement puissante aussi, j'ai kiffé. Tap into your why, donc en fait connecte-toi avec ton pourquoi, ton why, tu sais, la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais, qui est basé, je pense, sur le livre de Simon Sinek, Start with Why. Respire into your potential, breathe into your potential, boost your energy to create, raise your self-worth, donc pour travailler sur ton estime de toi-même, libère la culpabilité avec l'amour, bref, enfin des thématiques que je trouve vraiment top. Et ce que je trouve aussi génial dans cette application, c'est qu'au-delà de la respiration, il y a également des affirmations et également un peu de EFT, donc c'est Emotional Freeing Technique. Et l'EFT, c'est une pratique qui a été créée dans les années, je ne sais plus. Laissez-moi regarder mes petites notes parce que je suis en train de me former dessus aussi.
Donc comme ça me fait un petit rappel, tu vois ce que je veux dire ? Ok. Alors je sais plus quand est-ce que ça a été créé, mais en tout cas, c'est une technique qui s'appuie sur des rondes de tapotement sur les méridiens d'acupuncture, donc qui sont des lignes d'énergie. Et en fait, l'idée c'est que l'EFT, ça va court-circuiter tes réseaux neuronaux en travaillant sur des mots-clés, des images, des lignes d'énergie. Et en venant appuyer, donc tapoter sur ces méridiens d'acupuncture, tu vas en fait juste court-circuiter ton cerveau et apporter une nouvelle manière d'expérimenter une réalité. Donc tu peux par exemple dire des phrases telles que « Même si j'ai tel ou tel problème, je m'aime et je m'accepte profondément » en tapotant sur le haut de ta tête, entre tes yeux, sur le côté des yeux, sous le nez, sur la bouche. Donc dans Awaken, il y a également un peu de EFT. Donc franchement, je trouve ça hyper complet. C'est une pratique somatique que je trouve, je kiffe. Pour l'instant, je reste là-dessus et on verra si je trouve pas autre chose à expérimenter. Mais voilà ce que je peux te recommander sur la partie respiration. En parlant de respiration, il est temps de prendre une respiration. Qu'est-ce que t'en penses ? Parce que le podcast On est ensemble, on peut pas être ensemble et pas respirer ensemble. You know what I mean ? Donc, ce que je t'invite aujourd'hui à faire, c'est on va faire la respiration en 4 temps. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps, expiration, 4 temps, et bloquer, 4 temps, et on va le faire 3 fois. Et ça va me permettre, moi, de ralentir mon débit de parole, et puis toi, ça va te permettre de faire une petite pause où que tu sois. On va être accompagné du vent de Dakar, si tu l'entends, qui nous berce de sa douce mélodie, qui devrait se calmer aussi un petit peu. Allez, c'est parti. On va inspirer, 2, 3, 4, bloquer. Expire, 2, 3, 4. On va inspirer, 2, 3, 4. Bloque. Expire, 2, 3, 4. Bloque. Inspirer, 2, 3, 4. Bloque. Expire. 2, 3, 4. Bloque. Ok, je t'invite à revenir à ta respiration normale et juste à profiter de ce moment de rééquilibrage énergétique qui est encore une fois puissant. Enfin, j'ai pas les mots, quoi. Je suis juste bien ancrée, là. Donc la deuxième partie de ce podcast va être un tout petit peu plus posée, tu vois. Dans les pratiques que j'expérimente depuis des années, il y a également, bien évidemment, la thérapie verbale. J'ai commencé la thérapie en 2018. Alors, ma première interaction avec la thérapie, c'était en 2018. À l'époque, j'étais en école de mode. J'étais retournée en école de mode chez Lisa pour un parcours de stylisme et modélisme que je n'ai pas terminé, mais c'est pas grave. Et en fait, on nous avait proposé de parler à un thérapeute gratuitement. Donc moi, en bonne élève et bonne petite fille modèle, j'y étais allée en mode je vais le faire car déjà j'ai lu que la thérapie c'était bien, donc l'idée c'est de prendre soin de ma santé mentale. Mais le problème, c'est que dans ma démarche, vu que c'était pas une démarche totalement honnête, j'ai pas partagé des choses qui allaient pas dans ma vie, en fait. Alors qu'à cette période-là, petit rappel, j'étais au cœur d'une relation que j'ai captée plus tard qui était toxique. Et je précise toujours, c'est une toxicité qui est partagée. C'est pas genre mon ex, l'homme avec lequel j'étais était toxique. Notre dynamique était toxique. Donc j'étais au cœur de ça. C'était une relation polyamoureuse, chelou, bizarre. Bref, c'était un délire chelou, tu vois. Et en fait, je n'en avais pas parlé. J'avais genre, alors non, moi dans ma vie, tout va bien. Alors juste peut-être les petites difficultés que je rencontre, c'est en effet au niveau des devoirs, je trouve qu'il y en a trop. Mais en fait, ça servait à rien. Donc dans ce cas-là, si tu veux, la thérapie, elle n'avait pas été très utile, même si c'était peut-être une première approche. Je pense que j'avais fait 2 séances. Et puis la go, elle m'avait dit, non, mais en fait, vous n'avez pas de problème. Mais oui, je suis parfaite. Et en 2019, du coup, j'ai commencé une psychanalyse avec une psychanalyste, du coup, qui était psychothérapeute et sophrologue. Et c'était assez particulier parce que je pense qu'on a les thérapeutes qu'on mérite, dans le sens où, à cette époque-là,
C'était donc profil de ma thérapeute, femme blanche, je pense qu'elle devait avoir 70 ans, un truc comme ça. C'était dans le 17e, quartier Bobo, et en fait elle m'accueillait dans son appartement, cabinet, et elle se mettait derrière son bureau et moi j'étais devant la chaise, donc déjà il y avait une forme de distance par rapport à nous, une espèce de barrière, et en fait il y avait beaucoup de silence parce que moi j'attendais qu'elle me pose des questions, tu vois, et elle en fait elle attendait que je parle, donc parfois c'était en mode bon du coup c'est parti, je vais rejouer le mode de la petite fille où tout va bien dans sa vie, alors qu'en fait pas du tout, et j'ai mis vachement de temps à aller deep avec elle. J'y allais déjà pour cocher une case, parce que c'était une dynamique dans l'environnement dans lequel j'étais où tout le monde allait en thérapie, donc je m'étais dit vas-y on y va aussi. Et en fait je me livrais pas vraiment. Je me rappelle même que j'y allais en pleine journée, et que comme je devais retourner au bureau après, je m'autorise même pas à pleurer, tu vois, de peur de flinguer mon maquillage. Non mais on était à un niveau en fait, et c'était un moment où je portais du maquillage tous les jours. Donc, et un jour, il y a un pote qui m'a dit, mais en fait, moi, mon thérapeute, je le challenge de ouf, tu vois, je l'insécurise. Bon, après, ça, c'est encore un autre game, hein, mais... et moi, je me suis rendu compte, ou je crois qu'il m'a dit, mais en fait, toi, si tu payes pour juste faire semblant, en gros, c'était ça le sous-texte. Et je me suis dit, mais j'avoue, je paye quand même 60 balles à chaque fois, et en fait, il se passe rien, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me livrer un tout petit peu plus, et puis après j'ai juste arrêté de manière un peu brutale du jour au lendemain. Je m'en excuse madame, je sais plus pourquoi exactement, mais je pense que c'était assez tumultueux dans ma vie et que j'ai juste arrêté à un moment donné. Et j'ai repris la thérapie en décembre 2020, avec ma thérapeute actuelle, que je kiffe trop, qui s'appelle Olivia. Et j'ai voulu reprendre parce que, alors 2020, du coup, on est post-Covid, on sortait quand même du confinement. Moi, j'étais plus dans cette relation-là et je sentais qu'il fallait vraiment que je me reconstruise et que j'avais besoin d'aide dans ce sens-là. Et donc, j'ai rencontré Olivia, qui m'a été recommandée par une autre thérapeute. Et en fait, quand je suis rentrée dans son appartement, alors je sais plus où est-ce que c'était son appartement à cette époque-là, mais dans Paris, tu vois, pareil, quartier assez bobo et tout, je suis rentrée et j'ai vu au mur un jujuat. Et le jujuat, c'est une coiffe traditionnelle qui est issue de ma tribu, les Bamileke. Et donc je me suis dit, ok, donc déjà il y a les ancêtres qui sont là. Et j'avais pas capté que Olivia aussi, elle faisait tout un travail d'accompagnement avec les femmes qui ou en tout cas les personnes qui étaient victimes d'abus sexuels ou de violences sexuelles, ce qui est mon cas. Et comme c'était pas un sujet que j'abordais au début, en fait, c'est vraiment, je pense que énergétiquement, c'était vraiment la bonne personne pour moi. C'est toujours la bonne personne pour moi. Parce que finalement, son expérience thérapeutique, donc de psychothérapie intégrative et d'accompagnement par le mouvement et les rituels, c'était parfait par rapport au mot MAUX que moi j'avais. Et honnêtement, je pense que c'est un des meilleurs investissements que j'ai jamais fait sur moi. Parce que du coup, je suis en thérapie avec elle une fois toutes les 2 semaines. Et pour moi, c'est essentiel à mon bien-être. C'est pas juste y aller quand ça va pas. Souvent, je l'ai appelé en mode « il me faut une séance parce que là, I'm losing my shit ». Mais souvent, moi, je considère que la thérapie, c'est comme faire du sport. C'est comme aller à la salle de sport. C'est comme faire une pratique de Smaï Taoui ou de yoga. C'est un moyen de prendre soin de toi. Et pour le coup, quand on parle d'intelligence émotionnelle et de stratégie de self-management, donc l'idée d'apprendre en fait à te gérer, en fait, à gérer tes émotions et les choses qui se passent à l'intérieur de toi. C'est un des outils qui est recommandé dans le livre que j'ai également acheté à Chicago, my god. En fait, je t'explique. Quand je suis rentrée de la Nouvelle-Orléans, j'ai fait genre 8 heures à l'aéroport de Chicago, mais en mode... et j'étais bien évidemment en état modifié de conscience parce que j'avais pas dormi, ça faisait 5 jours que j'avais pas dormi, bref. Et donc, quand je suis en état de modifié de conscience, fatiguée, etc., j'ai des tendances compulsives, ça peut être la nourriture. Et là, c'était l'achat. Donc, j'ai acheté des livres. Mais ça va, franchement, j'ai acheté des livres. Ça aurait pu être autre chose. Donc, j'ai acheté le livre, là, dont je te parlais, Harvard Business School. Review, et j'ai acheté un autre livre qui s'appelle Emotional Intelligence 2.0 de Travis Bradbury et de Dr. John Greaves. Et pareil, c'est un sujet qui m'intéresse pour le relier au thème de l'enfant intérieur et de créer des formations dans ce sens-là, j'ai pris ce bouquin-là. Et en fait, dans ce bouquin-là, il y a un test qui te permet de mesurer ton quotient d'intelligence émotionnelle. Et donc, moi, la stratégie sur laquelle il faut que je travaille, c'est le self-management. C'est là où j'ai le plus faible score. Et donc, un des outils qui est recommandé, c'est justement de partager ses pensées et ses problématiques avec une personne qui n'est pas émotionnellement impliquée dans ce qu'on vit. Donc, pour moi, la thérapie, c'est clairement... une manière de travailler mon self-management. Et quand on dit une personne qui n'est pas émotionnellement impliquée dans ce qu'on vit, ça veut dire également que parfois on va se confier à des personnes, à des proches, etc. Mais comme elles peuvent avoir tendance à projeter
leurs propres insécurités ou leur propre vie dans ce qu'on va raconter, c'est pas forcément des personnes qui sont pas émotionnellement impliquées. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de payer quelqu'un pour qu'il t'écoute. Et souvent, moi, dans l'accompagnement coaching, il y a juste, ou parfois, je suis juste à l'écoute. Je suis même pas dans, alors voilà, des outils et des stratégies, c'est genre, écoute, parce que la personne a besoin de parler. Donc en fait, ce qu'elle m'apporte, bien évidemment, ma tendre et chère Olivia, c'est une écoute bienveillante, une écoute aimante aussi. Elle m'a également permis de comprendre qu'on pouvait aimer ses clients. Et ça a été une grande révélation pour moi parce que le coaching tel que je l'ai appris niveau 1 dans ma formation, c'était... en gros, il y avait une forme de distance à laquelle qui ne me parlait pas. Tu vois, c'est pas comme ça que j'envisage le coaching. Et donc, pour certains, on va dire, oui, du coup, tu fais pas du coaching parce que... Oui, peut-être que c'est pas ce que je fais autre chose, mais en tout cas, ça aide. Et Olivia m'a vraiment permis de comprendre que c'était OK de créer un affect avec tes clients. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui sont devenus des amis et j'ai des amis que je coach. Et j'arrive à créer des boundaries, des limites. En fait, là, on va parler de coaching et là, on est dans notre day-to-day life de relation. Donc ça, c'était vraiment très bénéfique. Et un autre truc hyper puissant qu'Olivia m'a aidé à libérer, au-delà bien évidemment de toutes les névroses qui me traversent et avec lesquelles je danse maintenant, justement, c'est pratique somatique, les thérapies somatiques par la danse. Alors ça s'appelle transcendance. On peut considérer que c'est un petit peu comme les danses extatiques. Tu peux considérer que c'est un peu ça, mais en gros, c'est un espace-temps dans lequel Olivia, elle te crée un parcours initiatique musical sur un thème bien spécifique. Donc typiquement, là, et je vais te mettre les informations parce qu'on est dans le bon timing, mais là, au moment où je te parle, la prochaine transcendance, c'est le dimanche 23 avril de 13h à 16h à Micadance, donc c'est à Paris. Et le thème, c'est sortir de la honte. Et tiens, je vais te lire un petit peu ce qu'elle dit. Elle te colle à la peau, elle te couvre de sa matière gluante jusqu'à t'effacer, te faire disparaître. Elle s'infiltre dans les recoins. Elle prend possession de tes rêves. Elle agit en dessous sans en avoir l'air. Elle se camoufle sournoisement sous les apparences trompeuses de la sécurité, de la morale, de la perfection. Elle prolifère dans tes désirs qu'elle étouffe. Elle te plonge dans son ombre et te rend amnésique à qui tu es. Elle est vieille comme le monde, elle prend racine dans toutes les histoires du passé qui ne cessent de recommencer et qui nourrissent le désamour. Elle ne t'appartient pas, elle, la honte. Il est temps de la nommer et de la reconnaître en toi pour pouvoir la rendre définitivement. Laver ton être de tout ce mazout pour danser ta liberté chérie en pleine lumière et t'offrir à la vie, à ta manière, unique, irremplaçable. Franchement, je suis dégoûtée de ne pas être là. Je suis dégoûtée de ne pas être là parce que je sais que c'est un sujet qui pour le coup, la honte que je trouve qui me touche beaucoup. Et donc, en fait, les transcendances, c'est que tu es dans cet espace-temps et franchement, souvent, on est une bonne trentaine. Hein, et donc, elle te crée ce parcours initiatique musical et tu vas, du coup, le vivre par la danse, par le mouvement. Et ce que j'ai trouvé puissant dans ça, c'est que, en fait, moi, la danse, je l'ai beaucoup utilisée comme un outil de performance, un outil de validation. « Ah, tu danses trop bien !» Et oui, I know, merci, je danse trop bien. Mais du coup, j'étais aussi coincée dans cette identité de performance. Et le truc, c'est que je mettais aussi ma valeur dans mon mouvement. Et donc, quand je ratais un mouvement ou que je faisais pas le bon move, en fait, je perdais ma valeur. Maintenant, c'est avec mon cœur que je danse. Et vraiment, pour le coup, les transcendances, elles m'ont aidé à libérer ça. Danser pour exprimer mes émotions et pour les transmuter. Danser sans attendre de résultats particuliers. Danser sans espérer que ça soit beau, que ça soit joli ou que ça soit stylé. Juste laisser mon corps vibrer et oser partir en transe pour le coup sur certaines musiques ou sur certains sujets. Oser allier les émotions à la danse, oser pleurer, crier, oser me rouler par terre, oser me trémousser, trembler, oser être immobile, oser être dans la douceur, oser être dans la force, oser être dans la vulnérabilité. C'est ça que ça m'a permis de faire en fait, ces transcendances, cette pratique somatique. Ça a libéré mon corps en fait, de l'archétype de la femme noire ou de l'identité noire qui sait danser, parce que c'est un piège aussi. C'est la partie de l'ombre. C'est en fait une case dans laquelle on a l'impression qu'on maîtrise, mais justement la maîtrise nous empêche de lâcher le contrôle et donc de nous reconnecter avec notre corps. Et donc vraiment, ça m'a aidé à utiliser la danse comme un moyen de guérison. Et si on dansait pour guérir ? Et si on dansait sans attendre de résultats ? Et si on laissait les émotions nous traverser pour nous guider par le mouvement, pour l'amour du mouvement ?
Et donc, je pense que cette pratique, elle m'a rendue encore meilleure danseuse. Tout simplement parce que maintenant, quand je danse en soirée, quels que soient les endroits, je danse avec mon âme, avec mon enfant intérieur. C'est comme si j'étais dans un monde, dans une bulle, et je transmute, et je fais de la magie, parce que je danse pour mes ancêtres, et je danse avec les éléments, et je danse avec les énergies, et je danse avec l'amour et avec le cœur, et je danse en étant dans le corps et dans l'instant présent, et pas en étant dans ma tête, en me disant « Ah, quel pas je vais faire », etc. Je suis dans l'instant présent, c'est une pratique mystique, la danse. Et donc, ouais, ça a été assez puissant. Une autre pratique... Oh là là, j'en ai encore plein, mon Dieu. Je pense que je vais juste parler d'une dernière et puis on fera un autre épisode parce qu'il y a beaucoup à dire. La dernière pratique que je souhaite te partager aujourd'hui, c'est la psychogénéalogie. Et ça tombe très bien parce que dans 29 minutes, j'ai ma séance de psychogénéalogie avec ma go qui s'appelle Hélène, que j'ai rencontrée via l'intermédiaire du podcast et via l'intermédiaire du compte de Amel Spiritualista. En fait, je suis tombée sur la psychogénéalogie. La première introduction que j'en ai eue, c'est via Alejandro Jodorowsky, qui est un artiste franco-chilien. Il est surtout connu comme scénariste de bande dessinée, il est réalisateur, il est acteur, mime, romancier, essayiste, poète, auteur. Il fait du tarot aussi. Et le livre que j'ai lu de lui, alors je sais plus si j'avais d'abord lu un livre ou vu un de ses films, mais en tout cas le livre que j'ai lu et que j'ai kiffé, je mettrai dans la barre d'infos, ça s'appelle « La famille, un trésor, un piège ». Et dans ce livre, il parle justement de ce qu'il a créé qui s'appelle la psychomagie. Donc les actes, c'est la croyance profonde que l'art n'a de sens profond que s'il guérit et libère les consciences. Et donc c'est ça la psychomagie. Alejandro Jodorowsky, je l'aime. Juste, je suis fascinée par cet homme. Je suis allée voir 2 de ses films en avant-première. Il était présent avec sa femme et un de ses fils, je crois, de mémoire. Father, mother, sister. J'ai décidé de rendre à la terre ce corps de souffrance. Aujourd'hui, je désire mourir. Je suis allée voir, je crois que c'était La Montagne Sacrée. C'est un mec qui est perché de ouf. Qui est perché de ouf, mais en même temps, c'est un artiste, c'est un magicien, c'est un guérisseur. Et donc, c'est via Jodorowsky que j'ai commencé à capter ce que c'était la psychogénéalogie. Et quand je rencontre Hélène par les réseaux sociaux, elle me dit, bah voilà, je suis psychogénéalogue, on dit ça ? Ouais, je pense que c'est ça. Et en plus, je vais m'installer à Dakar et tout ça. Enfin, trop de points communs, je suis en mode, what ? Et donc, depuis, Hélène, c'est devenu ma go. Là, du coup, la séance que je vais faire avec elle, elle est avec elle. Et elle me rejoint à Dakar dans quelques jours pour qu'on aille bien un petit peu ensemble. Et d'ailleurs, tiens, on va l'écouter, Hélène. Qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie ? Alors la psychogénéalogie, c'est une thérapie qui se base sur le transgénérationnel, c'est-à-dire la transmission des traumatismes de génération en génération. Lors d'une séance, on va établir l'arbre généalogique du consultant afin de travailler sur sa lignée, sur le système familial, sur le système de pensée. On se base sur des faits, des dates, des événements, et c'est un travail d'investigation et aussi d'hypothèse pour que l'individu retrouve sa place dans cet ensemble. Ça permet de travailler sur les traumatismes qui sont vécus par un ou plusieurs membres de la famille, qui a une répercussion sur soi. On travaille sur son arbre, sur sa famille, et ce n'est pas trouver des coupables, c'est comprendre les événements, c'est les transmuter, c'est transmuter les émotions qui se sont cristallisées pour reprendre sa place. C'est rendre ce qui ne nous appartient pas, c'est libérer la parole, c'est dire stop à la répétition et à la fatalité. Et c'est aussi dire stop aux croyances limitantes qui empêchent de prendre son plein potentiel. Concrètement, la psychogénéalogie, c'est mettre en lumière des répétitions de dates, d'événements, de relations. Ça peut être aussi des répétitions de maladies, de métiers, qui vont permettre de remonter dans l'arbre généalogique et de trouver un événement qui finalement a été mal vécu par la personne, alors que l'événement en lui-même n'est pas forcément un événement qui est traumatique, c'est le sentiment que la personne a ressenti qui devient après par la suite un traumatisme et qui va découler au fur et à mesure dans l'arbre généalogique jusqu'au consultant qui vient car le traumatisme de ses ancêtres devient un vrai poids au quotidien dans sa vie. Et en consultant et en travaillant sur la psychogénéalogie,
on fait des actes pour libérer les énergies afin que le consultant ne vive plus mal le traumatisme de son ancêtre et qu'il puisse être libéré de ça et qu'il puisse libérer aussi la lignée et la continuité de la lignée. Ce que ça m'apporte, la psychogénéalogie, c'est que ça me permet d'avoir un regard plus éclairé sur mon arbre généalogique, des clés de compréhension précieuses et assez intimes sur mes relations avec les membres de ma famille, que ce soit ma famille nucléaire ou les membres de ma famille que j'ai connus, que j'ai pas connus, mes ancêtres. Et également, ça m'a permis de poser certains actes symboliques ou actes psychomagiques quand j'ai identifié avec l'aide d'Hélène des dynamiques inconscientes que je souhaitais plus, dont je souhaitais me débarrasser, tu vois. Donc je pense que profondément travailler sur son arbre généalogique ou en tout cas en prendre soin, c'est également un outil qui est puissant pour la reconnexion avec son enfant intérieur dans un premier temps, ça c'est certain, parce que je suis convaincue que quand tu connectes avec ton enfant intérieur, tu vas connecter et aider à guérir les enfants intérieurs de ton arbre généalogique, parce que généralement ce qui t'arrive dans ton enfance n'est qu'une répétition de ce qui est arrivé très sûrement à d'autres personnes dans ta lignée. Donc souvent quand tu fais ce travail de psychogénéalogie et d'enfant intérieur, tu vas arrêter des cycles en fait, des cycles qui se répètent depuis parfois la nuit des temps dans ta lignée. Et donc l'idée c'est de s'en libérer et d'être la personne qui va avoir le courage ou l'énergie d'interrompre certains cycles, sachant aussi que je pense qu'on est tous des personnes qui interrompons des cycles en fait, dans nos familles, même si tu juges tes parents en disant ouais mais ils ont fait ci, ils étaient comme ces machins, même dans ça je pense que si tu as l'intégralité de l'histoire de tes parents et de leur enfance, tu vas capter qu'il y a des choses qu'ils ne t'ont pas transmis et dont ils voulaient parce qu'ils voulaient te protéger. On est tous des casseurs de cycles. Tu vois, on est tous des casseurs. On est des guerriers de la lumière, on est des casseurs de cycles. Ouais, psychogénéalogie, c'est puissant. C'est puissant. Et ce que je trouve fascinant également dans ça, c'est que moi, c'est vraiment aligné avec mes valeurs, tu vois. Parce que je me suis rapprochée du culte des ancêtres, qui est finalement le culte des Bamileke, qui descend, by the way, de l'Égypte antique. Et là, quand je vois le lien avec le Smythawi, c'est puissant, qui est la forme la plus ancestrale du yoga. Et je vois en fait que c'est pas juste un effet de mode pour moi, c'est que mon ethnie, elle vient de l'Égypte. Parce que à un moment donné, quand cette ethnie qui s'est transformée entre l'Égypte et l'Égypte antique et devenir Bamileke, c'était pour fuir en fait les croisades, je crois, arabes. Si je dis pas de bêtises, si je dis des bêtises, pardon, faut m'excuser. Mais dans l'esprit, c'était un petit peu ça. Et donc, le culte des ancêtres, c'est finalement, on va conserver les crânes de nos ancêtres. Mais pourquoi est-ce qu'on conserve les crânes de nos ancêtres ? Parce que c'était trop lourd de se trimballer toute la momie et de devoir fuir avec. Donc du coup, on a pris juste l'essentiel, le crâne. Et c'est comme ça finalement qu'il y a un vrai lien avec l'Égypte kémétique. Et les Bamileke, je suppose que dans d'autres ethnies, c'est le cas aussi. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur que de reconnecter mon corps, mon esprit, mes ancêtres par la psychogénéalogie, par la pratique du Smythawi. Et puis c'est également backé par la science, on va dire backé par la science, parce que quand on parle d'épigénétique, à savoir de la transformation de ton ADN en fonction de ton environnement et à la transmission de tes gènes de génération en génération, la science, elle nous dit finalement que nos ancêtres sont également présents dans nos gènes, dans notre ADN. Donc pour moi, en fait, tout ça se lie et ça m'apaise dans ma croyance, qui n'est qu'une croyance, by the way, mais qui a du sens pour moi, que finalement, présent, passé, futur, tout ça, un petit peu comme la physique quantique ou dans Interstellar, tu te rends compte que le présent, le passé et le futur sont un, en fait, et que le temps n'est qu'une conception humaine, et donc du coup tes ancêtres sont présents, et que quand tu te guéris toi, quand tu t'apaises toi, tu apaises également ta lignée, et parce que pour le coup en tant que femme, la plupart du temps tu nais avec les cellules qui vont composer tes enfants, ou si tu enfantes, ça veut dire également que quand tu te guéris là, quand je me guéris là, quand je libère certaines mémoires traumatiques, quand je libère par des actes symboliques et psychomagiques certaines dynamiques qui ne me servent plus, certaines loyautés, la honte, la culpabilité, l'anxiété, la peur du manque, etc., j'ai un impact sur mes cellules. J'ai un impact sur mes cellules qui vont demain, je l'espère, me donner des jolis petits bébés.
Tu vois un peu la puissance du truc ? Donc ouais, c'est toutes ces thérapies, toutes ces pratiques spirituelles, elles sont importantes pour moi. Il y en a plein d'autres, tu vois, l'air que tu vas respirer, l'exposition au soleil, le fait de communier, le fait d'être dans la gratitude, le fait d'évoluer dans la communauté, toutes ces pratiques finalement spirituelles qui peuvent former ton quotidien, me rappellent qu'on est des êtres spirituel avant tout et donc énergétique, et donc on a la possibilité de créer une réalité dans laquelle on se sent en sécurité. Ça demande peut-être un petit peu de travail, un petit peu de pratique, mais au début ça fait ça, et puis ensuite tu réalises que c'est pas du travail, c'est pas de la pratique, c'est pas un effort, c'est de l'amour que tu te donnes à toi-même. C'est de l'amour que tu te donnes à toi-même et que tu vas pas aller chercher à l'extérieur, ou quand tu vas le rencontrer à l'extérieur, ça sera du bonus. Donc voilà un petit peu pour cet épisode sur les pratiques spirituelles et thérapeutiques qui m'aident à être la femme que je suis aujourd'hui, à savoir une femme qui se sent bien. Non pas parce que ma vie est parfaite, j'ai encore plein de trucs à gérer, don't get me wrong, mais c'est juste que j'arrive maintenant à revenir dans mon ancrage et dans ma vérité et dans ma connexion avec le divin, me rappeler que je suis Dieu en fait, parce que je suis l'émanation d'une énergie qui à un moment donné a décidé de me créer, même si c'est qu'une illusion et une simulation, je suis quand même là. Et j'ai envie d'honorer, de vivre cette expérience au maximum, d'ouvrir mon cœur un maximum et de laisser l'énergie circuler au travers moi. Donc ça veut dire aller chercher les émotions refoulées et les exprimer, aller oser voir mes ombres quand à un moment donné je sens qu'il y a de la honte, quand je sens qu'il y a de la peur, de la jalousie, de l'envie, de la colère, de les vivre au plus profond de mes entrailles pour pas qu'elles se cristallisent dans mon corps et qu'elles deviennent ensuite des bobos comme je peux avoir par exemple avec ma sciatique. Toujours, tu vois, c'est toujours en process. Et les transmuter pour ensuite trouver et créer des méthodes qui sont accessibles à d'autres pour ensuite les diffuser. Tu vois, c'est ça mon métier. Finalement, je suis une psychonaute, je suis une voyageuse qui voyage entre les dimensions, qui voyage dans les générations, dans les arbres généalogiques. Je suis une voyageuse de l'esprit, je suis une voyageuse du corps, je suis une voyageuse de l'âme. Et tu peux également le faire à ton niveau si ça résonne, ou l'incarner d'une autre manière pour toi tant que tu es ancré et que tu te rappelles qu'il est essentiel que tu apprennes à t'aimer un tout petit peu plus chaque jour pour pouvoir donner à la communauté. Tout ce travail-là, bien évidemment, je le fais pour moi, pour pouvoir kiffer ma life et pour pouvoir être libre et pour pouvoir manifester des choses qui me font vibrer, pour pouvoir donner finalement les crayons, les pinceaux à ma petite fille intérieure qui va ensuite peindre la réalité qui va se manifester dans ma vie d'adulte. Mais également, je le fais parce que ça a un impact sur ma communauté, parce que quand je vais mieux, je peux donner d'une coupe pleine d'amour et non une coupe pleine de peur. Quand je vais mieux, je suis en mesure d'être le réceptacle de tes mots MAUX et de les transmuter parce que j'ai les outils pour le faire. Quand je vais mieux, c'est le monde qui va mieux. Et donc quand tu vas mieux, c'est le monde qui va mieux. Donc en effet, tu n'es pas responsable de tes traumatismes, par contre tu es responsable de ta guérison. En tout cas, c'est ma conviction et j'espère que ce podcast sera une opportunité de réflexion pour toi, un rappel de ta responsabilité finalement et également un encouragement pour toi pour prendre soin de toi. N'hésite pas à demander autour de toi des thérapeutes. Je pense que partager ces thérapeutes, c'est un love language. Tu vois, quand tu as une thérapie qui fonctionne bien, n'hésite pas à la partager autour de toi parce que c'est du healing, c'est de la guérison en barre, tu vois. Et également, si jamais il y a une des thérapies là qui te touche, qui résonne avec toi, bien évidemment, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Si tu as envie de travailler avec moi sur certains aspects, par exemple, et tu penses que c'est aligné avec ta vibration, et dans ce cas-là, n'hésite pas à booker un appel d'initiation qui est un échange de 30 minutes où on va identifier dans quelle mesure est-ce qu'on peut travailler ensemble. C'est pas une session de coaching, c'est vraiment juste un échange. Et puis après, moi, j'ai plein de ressources que je suis en train de créer pour t'accompagner à ton rythme, en autonomie, en one-to-one, en groupe, lors de retraites, pour que tu puisses capter que tu mérites en fait de vivre ça, tu mérites d'être bien et tu mérites de comprendre comment revenir vers le bien, parce que n'oublie pas, il n'y a rien qui est éternel. Donc même le sentiment de bien-être là, à un moment donné, il va s'arrêter parce que c'est ça la vie, c'est les cycles de la vie. Et donc du coup, l'idée, c'est que tu aies confiance dans les cycles de la vie parce qu'à un moment donné, quand ça arrête, tu sais que tu connais le chemin en fait pour revenir. Voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et qu'il t'a donné des ressources pour aller plus loin. Cet épisode aussi, c'est juste pour faire un petit peu,
pas pour montrer patte blanche dans le sens où je pense que c'est important en tant que personne qui est dans le soin à l'autre, en tant que healer, thérapeute, coach ou whatever, d'expliquer ce qu'on fait aussi pour prendre soin de nous. Parce que l'hygiène spirituelle, elle est essentielle dans notre métier, en tout cas, c'est ma croyance. Donc voilà un petit peu ce que je fais moi de mon côté. Si ça peut te rassurer pour travailler avec moi, c'est cool. Et si ça peut te permettre de poser la question aux personnes qui t'accompagnent aussi, c'est top. Parce que c'est un échange et que moi-même, je me fais accompagner. Je pense que c'est essentiel. Donc, si tu as aimé ce podcast, bien évidemment, comme d'habitude, ce que je vais te demander de faire, c'est de le partager. Tu peux faire un screenshot de l'épisode et le poster sur les réseaux sociaux en me taguant Valérie DJMS. Tu peux le partager à des personnes qui pourraient être touchées par l'épisode. Bien évidemment, je t'invite également à aller le noter, mettre 5 étoiles sur Spotify, sur iTunes, laisser des commentaires, m'envoyer un DM si ça t'a plu, si ça t'a touché, si ça t'a interrogé. Si t'es pas d'accord, tant que c'est fait dans la bienveillance, j'accueille. Mais vraiment donner de la force parce que c'est ça qui va faire que le podcast il va prendre de l'ampleur et c'est vraiment mon intention. J'ai vraiment envie que les choses passent à un autre level et je ne pourrais le faire et on pourra le faire que ensemble. Donc c'est une co-création. Donc merci pour ton attention. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de On est ensemble. Ce prochain épisode, je serai accompagnée de 3 invités où on va parler justement toujours de la guérison et de ce qu'on fait et de comment est-ce qu'on pratique la guérison ou en tout cas comment est-ce que on incarne cette notion de femme médecine. Donc voilà un petit peu le thème du prochain épisode, donc dans 2 semaines. Merci infiniment pour ton attention, rappelle-toi qu'on est ensemble et je t'embrasse, à très vite. Le podcast On est ensemble est une production de mon entreprise Vibe. Il a été monté par mes soins et toutes les interludes musicales ainsi que le générique ont été réalisés par ma sœur Clémy.